Bienvenue, vous suivez RTI 1, les titres de ce journal. Après 2 jours de travaux, le vice-président ivoirien a refermé ce mardi la concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les conclusions en début de journal. Le 3e plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants demande un investissement de 76 milliards de francs CFA. L'accès des enfants à l'éducation et à la santé est en première ligne de ce nouveau plan lancé par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Le Premier ministre ivoirien a reçu ce mardi la ministre malienne de la Culture. Elle a annoncé l'édition 2019 du Triangle du Balafon en terre ivoirienne et plaidé pour que la Côte d'Ivoire ratifie la Charte africaine de la Renaissance. Le directeur général de Corsair a également été reçu par Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui. Et puis le dossier économie EcoPlus fait un gros plan ce soir sur l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine à 25 ans. Et la Côte d'Ivoire est un pion essentiel avec 34,61% du PIB total de l'Union et 484 entreprises agréées, soit 44,1%, et des projets réalisés à hauteur de 64,427 milliards de francs CFA en 2018. Bonsoir à tous et merci de toujours être des nôtres sur RTI 1. C'est la fin ce mardi de la concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre. Qu'est-il ressorti de ces 2 jours de travaux? Le point avec Fija Neima. Cette toute première concertation organisée ce lundi 24 et mardi 25 juin par le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition basé à Abidjan sur l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre a été riche en échanges. Responsables de haut niveau dans leurs pays respectifs, experts d'organisations régionales et internationales de nutrition et de lutte contre la faim, les participants ont confronté leurs idées et leurs expériences. Au terme des 2 jours de travaux, 11 recommandations ont été formulées. Il y a un besoin urgent d'améliorer et de développer une base de données sur l'état d'avancement des feuilles de route pour traiter le manque d'informations sur le sujet qui nous a réunis, notamment la faim et la malnutrition, et par conséquent, le suivi et l'évaluation des actions. Le CERFAM pourrait jouer un rôle dans la mise en place de cette banque de données pour adresser les défis qui ont été relevés. La deuxième recommandation de haut niveau est qu'il y a un besoin urgent d'une plateforme d'échange et de gestion des connaissances sur les bonnes pratiques et l'analyse des échecs, des leçons apprises et des défis. La troisième recommandation est que la coordination entre les différentes initiatives, les réseaux, les plateformes est un besoin urgent et une priorité dans les agendas au niveau national et régional. Le CERFAM a une opportunité pour la région et le continent pour jouer un rôle de coordination, d'offrir un espace de discussion, de partage d'informations et de réponse aux besoins des pays dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition. Présidant la clôture de cette concertation régionale, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de cette importante contribution qui va permettre aux CERFAM d'agir efficacement. Le partage d'expériences et les idées novatrices développées lors de ces fructueuses discussions permettront à chacun de nos pays et aux partenaires techniques et financiers, ainsi bien sûr qu'aux CERFAM, de mieux cibler les leviers à actionner en vue d'obtenir des résultats rapides et efficaces. Et je voudrais remercier tous les experts internationaux, régionaux et nationaux qui sont intervenus à ces différentes sessions qui ont meublé la rencontre des 2 jours. Je voudrais saluer la très haute qualité des échanges dont les conclusions et les pertinentes recommandations formulées contribueront à optimiser la mise en œuvre de nos différentes politiques en matière de sécurité alimentaire, mais également en matière de sécurité nutritionnelle. Je voudrais demander donc aux CERFAM
de consigner ces différentes recommandations dans une matrice avec un chronogramme pour un meilleur suivi. Cette concertation sur l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique s'est penchée dans une première phase sur la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans une deuxième phase, elle se penchera aussi sur la situation en Afrique de l'Est, du Nord et du Sud. La lutte contre la malnutrition sur le continent africain, également au cœur des actions de la Banque africaine de développement. En 2018, la BAD avait lancé un plan d'action multisectoriel de la nutrition sur la période 2018-2025. Les experts en charge de la nutrition ont échangé avec les partenaires techniques sur la mise en œuvre de ce plan d'action pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des pistes de solutions ont été proposées. Nous y reviendrons. La lutte contre le travail des enfants est elle aussi une priorité sur le continent. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a présidé ce mardi la cérémonie de lancement du 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Il s'étend sur la période 2019-2021. Mama Traoré, Abiba Dombele-Sawe. Plus de 2 millions de personnes sensibilisées, 4 250 salles de classe construites, 70 000 acteurs formés, des centaines de trafiquants arrêtés, plus de 8 000 enfants secourus et pris en charge par les services compétents. Les résultats du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sont probants. Mais le combat pour l'éradication du fléau est loin d'être gagné. Le Comité national de surveillance, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient ainsi de mettre au point un 3e plan national d'action. Présenté ce mardi à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte, ce plan vise à réduire de manière significative le travail des enfants en Côte d'Ivoire sur la période 2019-2021. Nous notons avec satisfaction que le plan d'action s'attaque aux causes profondes et diverses du travail des enfants, quel que soit le secteur concerné. Il vise à apporter une réponse à ces causes profondes en termes de politique et de programmes nationaux, permettant ainsi de porter à l'échelle les efforts de lutte contre le travail des enfants. Nous sommes convaincus que la démarche inclusive et délébrative adoptée dans le cadre du processus d'élaboration du plan d'action national 2019-2021 représente un véritable atout pour son succès. Le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants va coûter 76 milliards de francs CFA. Il bénéficiera du soutien du gouvernement dans sa mise en œuvre. Tout ceci traduit clairement que nous devons intensifier nos actions en matière de lutte contre le travail des enfants afin de bâtir à terme une Côte d'Ivoire débarrassée du travail des enfants, une Côte d'Ivoire où tous les enfants, sans discrimination, sont épanouis et vivent dans un environnement protecteur contre toutes les formes d'abus et d'exploitation. Saluant les résultats des 2 précédents plans de lutte, la présidente du Comité national de surveillance espère qu'avec ce nouveau plan, la Côte d'Ivoire arrivera à éradiquer les pires formes de travail d'ici à 2025, conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations unies. Ce nouveau plan d'action devra nous permettre de renforcer nos acquis et intensifier nos actions. À cet égard, notre priorité sera de poursuivre nos efforts dans le domaine de l'éducation, à travers la construction de plus de salles de classe, de cantines scolaires et de logements pour les enseignants, afin de permettre à tous les enfants vivant sur le territoire national d'avoir accès à une éducation de base de qualité et de les soustraire au risque du travail des enfants. Par ailleurs, il nous faut poursuivre et accentuer nos actions en faveur de l'autonomisation des femmes pour leur permettre de prendre une part active dans le bien-être de leur famille. Il nous faut également poursuivre et intensifier nos actions de sensibilisation à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale coordonnée et efficace en matière de communication. Il nous faut enfin intensifier les opérations de police grâce au renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre, notamment la police chargée de la lutte contre la traite des enfants
et la délinquance juvénile pour réprimer tous les trafiquants. Je voudrais inviter par ailleurs tous les acteurs à encore plus d'engagement, car la lutte contre le travail des enfants est un devoir collectif et une responsabilité partagée. Pour ma part, je reste convaincue qu'en unissant nos efforts, nous parviendrons à éliminer durablement le travail des enfants de notre pays. L'appel de la Première Dame, Dominique Ouattara, a déjà un écho favorable. Le Bureau international du travail et l'UNICEF ont fait part de leur intention de financer le plan 2019-2021. Cet appui financier sera dédié aux actions de lutte dans les secteurs de la cacaoculture et de l'orpaillage. Le Mali et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération en matière de culture. Ce mardi, la ministre malienne de la Culture a été reçue par le Premier ministre ivoirien. Elle a annoncé l'édition 2019 du Triangle du Balafon en terre ivoirienne et elle a plaidé pour que la Côte d'Ivoire ratifie la Charte africaine de la Renaissance. Alexis Ouedraogo. Le Triangle du Balafon, c'est un festival consacré à cet instrument traditionnel africain. Chaque année à Sikasso au Mali, il met en compétition des balafónistes maliens, burkinabés et ivoiriens. Mais au-delà de son aspect culturel, l'événement vient consolider les relations entre ces peuples. Ce mardi à la primature, la ministre de la Culture du Mali est venue annoncer au chef du gouvernement que l'édition 2019 se tiendrait en Côte d'Ivoire. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta a été désigné par ses pairs, frères, présidents, chefs d'État de l'Union africaine comme coordinateur, champion de la culture, des arts et du patrimoine pour l'Union africaine. Et dans le cadre de son mandat, le premier objectif est l'entrée en vigueur de la Charte de la Renaissance culturelle. Monsieur le Premier ministre nous a fait l'honneur et la promesse de tenir l'engagement de ratifier la charte. Nous avons également annoncé la tenue prochaine du Triangle du Balafon à Korogo, comme il se doit. À sa suite, le PDG de Corsair International a été reçu par le Premier ministre. La compagnie va renforcer son service dans le pays. La Côte d'Ivoire reste un pilier de notre réseau. Donc nous voulions discuter des perspectives de développement de Corsair International en Côte d'Ivoire et comment nous pouvons conforter et développer nos positions parce que nous croyons dans le développement de la Côte d'Ivoire et donc on a une confiance très forte. Et donc pour nous, l'investissement en Côte d'Ivoire s'inscrit dans une vision de long terme. La compagnie entend demeurer un acteur significatif sur le marché ivoirien et desservir durablement les capitales économiques. L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire lui a été reçu hier par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont parlé des relations bilatérales entre les deux pays. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc entretiennent de bonnes relations. Une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Royaume du Maroc est venu réaffirmer l'excellence des rapports entre les deux pays. Amadou Soumaoro et Ketani Abdelmalak ont échangé sur le rapprochement entre le Parlement marocain et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est une occasion d'abord de le féliciter pour son élection à la tête de cette honorable institution, mais en même temps pour passer en revue l'excellence des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et parler bien sûr des perspectives d'avenir qui se profilent sous un angle positif quant à la collaboration entre nos deux institutions législatives respectives et quant au développement de ces relations sur le plan politique, économique et social. Comme vous le savez, le Maroc est un partenaire de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un partenaire du Maroc. Nous œuvrons ensemble pour le développement de nos pays respectifs et de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le président de l'Assemblée nationale a reçu également le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambi. Les deux hommes se sont entretenus sur l'organisation de la 45e session de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, prévue le mois prochain à Abidjan. Sur place à l'hémicycle, face aux députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté 3 projets de loi pour la réforme du système sanitaire ivoirien. Ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité.
Moussa Konaté. 5 000 décès par an liés à la consommation du tabac et près de 28 milliards de francs CFA déboursés par l'État ivoirien pour la prise en charge des patients tabagiques. La situation est inquiétante. La Côte d'Ivoire veut accentuer sa stratégie de lutte contre le tabac. Le projet de loi anti-tabac en Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Ce projet de loi organise la publicité sur le tabac en lien avec l'analphabétisme d'une frange des populations, en prévoyant que chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toute forme de conditionnement et d'étiquetage extérieur de ces produits porte des mises en garde sanitaires. Le projet de loi prévoit de prendre des mesures financières, politiques, des stratégies, des programmes relatifs aux taxes ou aux prix en vue de contribuer à la lutte contre le tabagisme. 2 autres projets de loi également adoptés. Il s'agit du projet de loi portant orientation de la politique de santé publique en Côte d'Ivoire et le projet de loi portant réforme hospitalière avec la création des EPH, établissements publics hospitaliers. Le processus est en marche. Beaucoup d'établissements sont en construction ou en réhabilitation dans les établissements publics hospitaliers. On mettra en place des conseils d'orientation, conseils de surveillance, donc avec la participation de tout le monde. Je lance un appel au nom du ministère de la Santé et du gouvernement à tous les Ivoiriens pour que nous relevions ce défi. Le projet de loi portant réforme hospitalière prévoit des sanctions administratives contre tout personnel médical du public exerçant dans le privé en dehors des conventions prévues entre les établissements publics et privés. Les députés ivoiriens ont également adopté à la majorité le projet de loi portant ratification de l'accord pour l'établissement d'Africa Finance Corporation. Le ministre de l'Énergie a fait le point sur la situation de la société ivoirienne de raffinage. De au moins 8 milliards il y a 2 ans, la CIR a réalisé un résultat positif de 45 milliards de nos francs. Kolo Koulibaly. Le projet de loi portant sur la ratification de l'accord pour l'établissement de l'AFC, African Finance Corporation, adopté par les députés membres de la Commission des Affaires extérieures, une institution internationale multilatérale privée qui compte 14 pays. La Côte d'Ivoire avait exprimé son intention d'adhésion en 2015, ce qui devrait être soumis au Parlement. Ils ont été impliqués dans le financement du pont Henri Conan-Bédier. Ils sont actuellement impliqués dans le financement du barrage de Saint-Grobo à Ouati. Donc c'est une institution qui est présente. Mais pour qu'elle puisse participer encore plus au développement et au financement des infrastructures en Côte d'Ivoire, il était important de ratifier ce projet de loi. C'est aussi l'AFC qui s'occupe de la restructuration de la dette de la CIR. Aujourd'hui, la société ivoirienne de raffinage se porte mieux. Nous avons une société qui est sur le plan financier reparti sur de bonnes bases. Lorsque vous regardez notamment ses résultats financiers en 2016, le résultat net de la CIR était négatif d'environ 8 milliards de francs CFA. En 2017, nous sommes passés à un résultat positif de plus de 40 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2018, nous avons encore un résultat positif de plus de 20 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, notre raffinerie se porte bien. L'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en produits pétroliers est rassuré et garanti. Africa Finance Corporation est donc un acteur important pour le développement, a assuré le ministre. La Côte d'Ivoire veut désormais aller plus loin en participant aux actions de l'AFC et intégrer même le conseil d'administration de Africa Finance Corporation. Aujourd'hui, la Banque centrale du Nigeria est en tête de file des principaux actionnaires avec 42,5%. Monsieur Soumaro Amadou, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière le mercredi 26 juin 2019 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération de l'Assemblée nationale sur le projet de loi ci-après. Le projet de loi instituant une carte nationale d'identité biométrique, le projet de loi relatif au mariage, le projet de loi relatif à la minorité, le projet de loi relatif à la filiation, le projet de loi relatif aux successions, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2018-143 du 17 février 2018
relative à l'élection des sénateurs, le projet de loi portant code pénal et le projet de loi instituant le code de la construction et de l'habitat. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a paraphé un protocole d'accord avec son homologue chinois. Une signature en marge de la réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine tenue en 2018. On en sait plus avec notre envoyé spécial à Pékin, Michel Digré. C'est un protocole d'accord qui matérialise la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine a bien voulu annuler un prêt fait au gouvernement ivoirien d'un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc nous avons signé cet accord et nous avons signé également un accord pour un don d'un montant de 18 milliards de francs CFA. Et nous nous réjouissons donc que dans le cadre de l'enveloppe de 60 milliards de dollars mis à la disposition par le gouvernement chinois de l'Afrique, la Côte d'Ivoire puisse, grâce à son dynamisme, en tirer le meilleur profit. Cette signature intervient en marge de la réunion des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Beijing de septembre 2018 sur la coopération sino-africaine. En 2018, le volume des échanges commerciaux a dépassé 200 milliards de dollars. Tandis que les investissements chinois en Afrique ont atteint 100 milliards de dollars. Des investissements qui vont s'intensifier dans le respect du modèle de coopération initié par la Chine. La Chine ne s'ingère pas dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée, ne s'immisce pas dans les affaires intérieures africaines, n'impose pas sa volonté à l'Afrique, n'assortit pas ses aides de conditions politiques. Le ministre Marcela Montano donne les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à ce forum. L'enjeu, c'est de faire en sorte que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire par exemple, nous puissions tirer profit de toutes ces possibilités qu'offre la coopération chinoise dans sa nouvelle vision et faire en sorte que le souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de moderniser l'économie de la Côte d'Ivoire en transformant de plus en plus nos matières premières sur place en Côte d'Ivoire soit mis en œuvre. Et je crois que le gouvernement chinois est prêt à nous accompagner dans ce sens, nous aider à transformer le cacao. C'est vrai que la Chine ne produit pas de cacao, c'est vrai qu'ils n'ont pas donc forcément une expertise en matière de transformation, de processing de fèves de cacao, mais ils sont d'accord avec nous pour dire qu'ils ont les moyens financiers, ils ont la volonté politique et qu'ils peuvent donc essayer d'encourager des investisseurs chinois dans un joint venture avec des hommes d'affaires ivoiriens à trouver l'expertise dans des pays tiers pour venir transformer effectivement en Côte d'Ivoire le cacao en chocolat et trouver des débouchés sur le marché chinois pour vendre notre chocolat. Ces 10 dernières années, la Chine a été le premier partenaire commercial de l'Afrique. Elle entend lancer 800 projets sur le continent pour les 3 années à venir. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a 25 ans. La Côte d'Ivoire est un pays membre. Elle en est même la locomotive avec 34,61% du PIB total de l'Union. En 25 ans, l'UEMOA a initié plusieurs projets en Côte d'Ivoire et cela dans différents secteurs d'activité pour un montant total de 64,427 milliards en 2018. Francis Boifo s'intéresse ce soir dans EcoPlus au domaine des transports, des douanes et surtout du secteur privé où beaucoup reste encore à faire. L'allée Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Des allées et venues de véhicules transportant des marchandises. C'est le quotidien. Daouda Sanfo est conducteur de camion poids lourd. Depuis 10 ans, il fait la navette entre Ouagadougou et Abidjan. Des centaines de kilomètres à parcourir avec une escale au poste de paysage de Wongolodougou. Pour ce voyage, Daouda est chargé de livrer du bétail à l'abattoir de Port-Boué. Avant, ce qui nous fatiguait, il y avait trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise. Trop de braquages. Mais maintenant, la route est bonne, ça va. Ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. On a déjà fait les papiers. Donc même à la douane aussi, quand on arrive, on monte, on nous donne la route. En Côte d'Ivoire, d'énormes efforts ont été faits en matière de libre circulation
des biens et des personnes. C'est l'un des acquis majeurs issus des réformes initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont le pays est membre. Dans les gares routières à Adjamé, la commune marchande, on ne se lasse pas d'échanger autour des avancées enregistrées dans le secteur des transports depuis 2013. Au niveau des tracasseries en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est aujourd'hui qu'il y a un pays où nous avons 300 km sans corridor. Ça fait beaucoup. On ne demande plus un Ivoirien au Mali, au Burkina, par exemple au Niger. On ne lui demande plus permis international. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, lui, salue les mesures prises pour lutter contre la surcharge des camions. Avec donc la prise de cette mesure communautaire, nous sommes en train petit à petit d'aller vers la maîtrise de la lutte contre la surcharge et que le réseau routier et la vie de nos équipages soient préservés. Dans le secteur de l'eau potable, l'UEMOA a initié 4 projets, dont 2 déjà réalisés à l'intérieur du pays, comme nous l'explique le chef de programme régional hydraulique à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le premier projet, il s'agit de la réalisation de 300 forages équipés de pompes à motricité humaine et ont impacté une population de 700 000 habitants. Le second projet, il s'agit de la réalisation de 104 forages équipés de pompes à motricité humaine et a impacté 242 000 habitants. L'UEMOA s'intéresse également à l'agriculture, notamment au volet sécurité alimentaire, ce qui justifie les nombreux projets réalisés. Construction de magasins avec 3,6 milliards de francs CFA. Pour nous, la capacité de pouvoir stocker des grains est absolument importante puisque ça nous permet de résoudre quelques questions de disponibilité des produits agricoles. Le projet d'appui à la structuration de la filière riz et de la filière maïs sont des projets qui permettent de pouvoir installer les organisations interprofessionnelles agricoles. Au total, 19 projets et programmes exécutés et 16 en cours de réalisation en Côte d'Ivoire pour un montant de 64,427 milliards de francs CFA en 2018. À cela s'ajoutent des réformes initiées pour encadrer les activités douanières à l'intérieur et aux frontières des pays. L'activité douanière évolue. Malheureusement, les pratiques frauduleuses aussi. Nous subissons le contre-coup de la contrebande sur les tissus, la contrebande sur les produits du tabac, et qui sont non seulement des sources de perte de recettes pour l'État, mais aussi des sources de perte de recettes pour les industries. Autre préoccupation, le droit d'établissement des entreprises ivoiriennes dans l'espace communautaire. À ce sujet, nous avons rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Tout le monde vient, tout le monde s'installe ici, il n'y a aucun problème. Le code d'investissement et le code sectoriel, tout est mis en œuvre pour que, effectivement, l'investissement se fasse facilement, pour que les échanges se fassent dans la tranquillité. Mais quand nous allons ailleurs, effectivement, nous avons certaines difficultés. Pour le représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, il faut relever le défi. Il y a le défi de mettre fin aux distorsions de concurrence de manière à permettre à toute entreprise installée dans l'un des États de l'Union d'avoir accès à tout le marché communautaire. Cela est particulièrement vrai pour les marchés publics. Ce qui aidera la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union avec 34,61% du PIB total de l'UEMOA en 2018, à augmenter le volume de ses échanges et à développer le secteur privé. Selon le ministre de l'Économie et des Finances Adama Kone, le pays enregistre 484 entreprises agréées, soit 44,1% du total de l'espace communautaire. 3027 produits, soit 46,6% des produits agréés de l'UEMOA. En vue de favoriser la commercialisation de certains produits par voie terrestre, les transporteurs souhaitent la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. Nous sommes concessionnaires de la commission de l'UEMOA pour réaliser 5 postes de contrôle juxtaposés, dont 2 aux frontières de la Côte d'Ivoire, notamment le poste de contrôle juxtaposé des Égouas, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en ce moment en phase de commencer la construction effective de ces postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. L'ensemble des dispositions devrait aider à l'accroissement du taux des échanges intracommunautaires, 16,1% en 2018, trop faible selon les acteurs du marché.
UEMOA en Côte d'Ivoire, acquis et défis 25 ans après un dossier réalisé par Francis Boifo. On s'intéresse maintenant au secteur de l'éducation. Aujourd'hui, 25 juin, les épreuves orales des baccalauréats artistiques et techniques ont démarré. Les candidats ont 2 semaines pour s'exprimer en français, en anglais et aussi dans des disciplines artistiques. David Soyo et Abou Sanogo. Lycée technique d'Abidjan. Premier jour des épreuves orales du baccalauréat artistique et technique. Depuis 7 heures, les candidats ont investi ce centre d'examen pour prendre part aux oraux d'anglais et de français. Stress et inquiétude se lisent sur le visage de certains candidats. Je suis un peu stressée parce que depuis on ne commence pas. Et puis d'autres viennent, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, donc je suis un peu stressée pour ça. Bon, depuis 7 heures, je suis dans la salle d'attente. Je suis motivé, je suis pressé de passer, mais depuis j'attends. Autre salle, autre décor. Épreuve orale d'anglais. Ici, le temps est à la réflexion. Where do you go to school? En ce qui concerne les tests, les images, bon, les questions, ça va. Voilà. Je m'en sors pas mal. Voilà. Donc j'espère que par la grâce de Dieu, tout va aller, je vais avoir le bac. Même son de cloche pour les enseignants qui jugent satisfaisant le niveau des candidats. Le niveau est vraiment acceptable. Vous savez qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue la plus pratiquée au monde. Et les enfants aiment vraiment la chose. Ça se sent dans leur comportement. Pour le chef du centre, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Vous savez, les démarrages sont toujours un peu difficiles. Et à partir de 8h30, on a pu mettre les premiers candidats déjà en salle. C'est la série B, ils sont les plus nombreux, avec pratiquement 602 candidats. Ensuite, on a la série E, la série F1 et la série F3, qui sont dans l'ordre d'à peu près 146. Ce sont au total 748 candidats qui prennent part à ces épreuves d'anglais et de français du baccalauréat artistique et technique au lycée technique d'Abidjan. Ces épreuves vont s'étendre sur 2 semaines. On parle également ce soir de la CMU, la couverture maladie universelle. La phase active et généralisée démarre en octobre prochain, mais les acteurs du secteur informel ont bien du mal à s'y retrouver. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale sollicite alors l'appui du Bureau international du travail, et cela en vue de la prise en compte de ce secteur important en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. À partir du 1er juillet prochain, l'État de Côte d'Ivoire va passer à la phase de prélèvement de la couverture maladie universelle, avant l'étape de généralisation prévue pour octobre 2019. Mais dans ces dispositions, les acteurs du secteur informel, notamment les menuisiers, les couturiers et les conducteurs ne sont pas touchés. À Genève, en Suisse, cette question était au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, et les responsables en charge de la protection sociale de l'Organisation internationale du travail, OIT. L'extension de la couverture maladie aux travailleurs indépendants et puis ensuite l'institution d'un minimum vieillesse, l'appui à divers niveaux, mais notamment sur le renforcement des capacités, donc la formation. Et puis en termes, je dirais, didactiques, aussi pédagogiques, c'est un appui multiforme. L'Organisation internationale du travail rassure le ministre Pascal Kwaku Abina et sa délégation de sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce grand programme social. On est prêt à venir en mission, faire un état des lieux, développer des projets de coopération technique avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi ensuite avoir un appui dans le long terme. On est en train de développer une batterie d'outils, notamment des guides de bonnes pratiques. Le guide sur l'extension à l'économie informelle va être publié en juillet ou en août. Donc ça nous permettra d'avoir des formations très pratiques où on donne effectivement des idées en termes de méthodologie. On adapte aussi cette méthodologie à la situation de la Côte d'Ivoire. Après la protection sociale, le ministre Pascal Kwaku Abina et sa délégation ont échangé avec le pôle emploi du Bureau international du travail, BIT. Ici, il était question de l'appui du BIT pour juguler le chômage en Côte d'Ivoire. En marge de ces différentes rencontres, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a échangé également avec son homologue de Djibouti, venu solliciter l'expérience de la Côte d'Ivoire dans l'élaboration de la politique sociale des travailleurs djiboutiens, à travers la formation des cadres en Côte d'Ivoire.
Changement climatique, protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire a signé 2 accords principaux, dont celui de Paris sur le changement climatique. Et conformément à ce dernier, la Côte d'Ivoire a soumis à contribution au niveau national dans un programme financé par le PNUD. Noël Gagnon. Stabiliser les émissions de gaz à effet de serre de sorte à empêcher toute perturbation du système climatique. Voilà l'engagement pris par la Côte d'Ivoire en 1992 avec la Convention de Rio, ratifiée en 1994. En 2015, après l'accord de Paris, le pays précise son objectif, réduire son émission de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030. Après la décision, les actes. Pour ces actes-là, ceux des privés sont déterminants. Les raisons. Pour l'Afrique en particulier, nous avons fait des études récemment et nous avons conclu que pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'Afrique, à travers les contributions déterminées au niveau national, aura besoin de mobiliser 3 000 milliards de dollars. Et cet investissement de 3 000 milliards de dollars pour réussir la mise en œuvre de l'accord de Paris en Afrique nécessitera une forte mobilisation du secteur privé de l'ordre d'environ 75%. Le niveau d'implication des privés est inconnu. Il reste à identifier le mode de contribution des entreprises à la réalisation de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les mécanismes de partenariat public-privé existent pour cofinancer par exemple des projets. Par exemple, si la BAD a un projet d'énergie renouvelable qui lui fait 50 millions de dollars, le secteur privé ivoirien ou non ivoirien ou africain mondial peut venir en cofinancement. Nous pouvons également faire des appuis techniques. Le mal est connu, les pistes de solutions aussi, d'où l'invite du gouvernement. On attend du secteur privé qu'il s'oriente vers des innovations technologiques moins émetteurs de gaz à effet de serre. Notons que les effets du changement climatique en Côte d'Ivoire, c'est entre autres une réduction moyenne des hauteurs de pluie de 6% sur toute l'étendue du territoire, la persistance et la rigueur des saisons sèches, l'accroissement des feux de brousse, une inadéquation entre les calendriers de la météorologie et les saisons culturelles. Et on ouvre le chapitre politique avec la conférence de presse du Haut Conseil interreligieux traditionnel des chefs coutumiers et des notables de Côte d'Ivoire. Ils ont appelé la classe politique du pays à modérer le ton et à privilégier la cohésion sociale. Ahmed Traoré et Rigoré. Le rôle des guides religieux et chefs traditionnels dans la médiation des crises et résolution des conflits. Les alliances interethniques, facteurs de paix, de stabilité et d'entente, sont les thèmes développés lors de la conférence des guides religieux et chefs traditionnels sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Une conférence qui fait suite aux propos tenus par certains hommes politiques allant à l'encontre de la paix et de la cohésion sociale ces derniers temps. Les leaders religieux et garants de la tradition appellent au dialogue et à la construction d'une nation forte dans la crainte de Dieu. Cette rencontre répond à la nécessité de la conciliation, de la réconciliation entre les filles du pays, parce que cela dénote véritablement l'importance de la situation que nous vivons actuellement, où nous sentons la nécessité que tous les Ivoiriens puissent s'entendre. Et je crois que ces mots, ces déclarations, ces paroles-là, en réalité, doivent donc pousser les uns et les autres à avoir une certaine conscience ou bien avoir une prise de conscience pour que chacun puisse poser un acte qui va dans le sens de la paix. Cette attitude de paix va éviter une autre crise politique à la Côte d'Ivoire, selon le Haut Conseil interreligieux et traditionnel composé de pasteurs, d'imams et de chefs traditionnels. Le mouvement Tonkpi RHDP partage les mêmes valeurs de paix. Les présidents de coordination ont été installés dans le département de Biankouma, à Boussanago. Le président du mouvement Tonkpi RHDP 2020, reçu dans la ferveur par les populations de Santa, sous-préfecture du département de Biankouma, Albert Flendé est venu installer la coordination de son mouvement Tonkpi RHDP 2020 dans cette circonscription. Devant la population venue des 10 villages de la sous-préfecture de Santa, Kondo, Dro, Mamadou et Glou Emile ont été mis en mission pour présider les activités du mouvement Tonkpi RHDP 2020 dans le Yoncé et le Gouetassé. Travailler pour le RHDP, pas pour tout autre mouvement, pas pour tout autre parti politique. Sensibiliser nos parents, les appeler à adhérer
à l'idée du RHDP à militer au sein du RHDP. Chefs traditionnels, cadres, fils et filles de la sous-préfecture de Santa ont salué l'initiative qui donnera un coup d'accélérateur à la promotion du RHDP dans leurs différents villages. Il y avait un vide, il y avait un besoin. Et ce besoin, vous l'avez comblé. Vous avez eu le bon réflexe pour lequel il est nécessaire que nous vous apportions notre soutien. Je suis avec vous. Je prends le train à Santa, c'est hautement symbolique. Les localités de Danané, Man, Biankouma et Kabakouma ont été visitées par le président du mouvement Tonpi RHDP 2020, Albert Flendé, en vue d'expliquer aux autorités coutumières la vision du président de la République Alassane Ouattara pour la création du RHDP. La délégation s'est également recueillie sur la tombe du père fondateur de l'UDPCI, feu le général Robert Gueye. Le Front populaire ivoirien FPI a expliqué au cours d'un point de presse sa décision d'être partie prenante du dialogue politique. Il a aussi été question des avancées du dialogue, notamment sur les réformes électorales en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. La nouvelle configuration de la commission électorale indépendante, CEI, sera connue d'ici fin juin. Les parties prenantes, comme le FPI, espèrent qu'elle répondra à leurs aspirations et celles des populations. Nous avons participé activement à toutes ces rencontres et le gouvernement nous a rassurés par la prise en compte de nos préoccupations. Au début, j'avoue que nous étions un peu sceptiques, mais progressivement, le gouvernement nous a mis en confiance. Depuis le 21 janvier 2019, date d'ouverture du dialogue politique, le Front populaire ivoirien note avec satisfaction les avancées des différentes rencontres, malgré quelques divergences. La convergence a apporté sur pratiquement deux institutions, le représentant du président de la République et le représentant du ministère de l'Intérieur. Donc sur 5, si nous avons pu élaguer 3 thèmes de consensus, c'est qu'il reste 2. En termes de divergence, nous pensons que c'est une avancée. L'autre convergence, c'est qu'il faut aller à une réforme profonde de la commission électorale et la prise en compte de toutes les questions relatives aux élections en Côte d'Ivoire. Les discussions et autres négociations continuent. Elles devraient aboutir à un consensus. Pour le FPI, ce principe, qui est déjà une victoire, devrait permettre d'avoir une CEI aux normes. L'ancienne commission électorale, il y avait 17 membres. Et c'est là-bas, il y avait le déséquilibre. Les 17 membres, certains peuvent peut-être être reconduits, mais ça ne sera plus dans l'esprit de la loi de 2014, mais ça sera dans l'esprit de la loi de 2019. Et ça sera de nouvelles personnalités qui viendront animer la nouvelle commission électorale. Pour marquer un changement, il faut que l'ensemble des participants puissent admettre que le nouveau président soit issu de l'opposition. Le FPI souhaite que ces points de désaccord soient levés ce mardi soir au cours de la dernière rencontre du dialogue politique. Direction Port-Boué, un incendie a ravagé une partie du marché de la commune dans la nuit d'hier. Le feu, déclenché aux environs de 2 heures du matin, a pu être maîtrisé par les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Ils ont été appuyés par l'armée française et les pompiers de la CIR et du port d'Abidjan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie qui a fait des dégâts matériels importants. Le monde du théâtre ivoirien est en deuil. Le patriarche Biti Moro est décédé hier lundi à l'âge de 80 ans. Originaire de Tiassalé dans l'Agné Bitiassa, l'homme avait été intronisé chef de village après son retrait des plateaux de tournage. Il aura marqué le monde du théâtre ivoirien pendant de longues années. L'homme a aussi été directeur de l'École nationale de théâtre et de danse à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et on se retrouve demain soir.